Alors du coup, l'idée c'est que dans un premier temps, je puisse vous présenter ce que je fais et la structure dans laquelle je travaille, donc qui s'appelle la Fédération des acteurs de la solidarité. Je vous ai préparé quelques petites slides. Voilà. Est-ce que c'est bon ce que je vois? Alors, présenter. Voilà, ça me semble pas mal. C'est bon, Anna? On voit le partage d'écran? Ouais, Ouais. ok. Donc, je travaille à la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai vu qu'il y avait une collègue de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais de Bretagne, dans l'atelier. En quelques mots, pour vous dire ce que c'est et ce qu'on fait, c'est un réseau d'associations qui accueille et qui accompagne les plus démunis et qui lutte contre leur exclusion. Donc, je préciserai un peu plus en détail le public. Et on a une fédération nationale avec, là, vous avez le visage de notre président Pascal Brice et notre directrice générale Nathalie Latour. Et on a des fédérations régionales qui sont indépendantes avec leur propre conseil d'administration, leur propre compte, leur propre équipe salariée. Donc ça va être important dans la question de la gouvernance après. L'idée, en fait, de cette fédération, c'est de regrouper des associations dans le secteur social. Donc, au niveau national, on fédère 900 associations. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à une centaine d'associations qui sont réparties sur la région. Vous voyez qu'on a une majorité d'adhérents qui sont sur le Rhône. Et nous, on est situé à Lyon aussi, l'équipe. Alors, qui sont nos adhérents? C'est des structures d'hébergement et d'accueil de tout public. Ça peut être des familles, des femmes, des hommes, des enfants. Avec voilà, chaque association a plusieurs établissements différents. Donc, on a une partie, là, on voit 49 du secteur de l'hébergement, 49 associations, et une trentaine d'associations qui sont plutôt sur le côté emploi, notamment l'insertion par l'activité économique. Et le reste de nos adhérents sont des associations un peu autres. On a des écoles de travail social, des associations dans le secteur de la participation, de l'action citoyenne, de l'aide alimentaire. On a aussi des associations, notamment une sur la traduction, ISM Quorum, voilà, secteur lutte contre les discriminations, association dans le secteur de la culture. Voilà, donc ça, c'est un peu plus large, mais vraiment notre cœur de métier, c'est de l'hébergement et de l'insertion par l'activité économique. N'hésitez pas à m'interrompre si il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas claires. Et donc, au niveau de la gouvernance régionale, alors on y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais pour vous dire comment ça fonctionne, en fait, on a 4 collèges. Donc, un collège administrateur, administratrice, un collège salarié cadre, donc c'est les chefs de service et les directions qui sont dans les associations adhérentes. C'est pas les salariés de la fédération régionale, c'est vraiment les salariés des associations adhérentes. Un collège salarié non cadre, donc là, c'est les travailleurs sociaux, les accompagnants, les intervenants sociaux qui travaillent dans nos associations. Et un collège personnes ressources, donc c'est celui-là qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Donc, c'est les personnes qui sont accompagnées par les associations que nous, on accompagne. Voilà, donc ça demande une petite gymnastique intellectuelle, il y a plusieurs niveaux. Et donc, ça représente 35 personnes qui sont toutes issues des associations adhérentes de la région. Et je crois... Oui, voilà. Et donc, nous, au niveau... Donc, il y a les associations qu'on accompagne, puis il y a nous, l'équipe régionale. On est 7, on est basé à Lyon. Et donc, on est toutes réparties par thématique. Donc, moi, par exemple, je suis chargée de mission de travail social et participation. J'ai ma collègue Delphine, elle est sur la culture. Ma collègue Christelle sur la santé. Mes collègues Alexandra et Emmanuel, elles sont sur l'emploi. Et une autre Justine qui est sur l'hébergement. On est toutes ressources, en fait, sur des thématiques différentes pour nos adhérents. Donc, pour ces associations. Et on a une directrice régionale qui est Pascal Blanchetier. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour aider ces associations? On fait à la fois de la mobilisation politique, donc on va représenter ces associations dans des instances de l'État, par exemple, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local.
On va faire remonter les besoins de nos adhérents au niveau national aussi, pour pouvoir avoir de l'influence sur les politiques et les dispositifs sociaux. On fait de l'animation de réseau, donc c'est-à-dire qu'on met en lien nos adhérents, nos associations, leurs salariés, on les met en lien sur des thématiques. Par exemple, on organise des journées régionales. On en a organisé la semaine dernière sur la thématique des addictions, l'accompagnement des addictions dans les associations. Voilà, donc ça c'est un exemple. On fait aussi du renforcement des pratiques professionnelles, donc c'est de la formation, de l'accompagnement de ces associations. Et de l'innovation, donc ça, c'est plutôt nos modes de financement. On est sur des financements qui sont publics, mais aussi nos cotisations et des projets qui nous permettent aussi d'être dans une dynamique d'innovation, avec aussi des limites à ces modes de financement. Voilà. Voilà pour la présentation de la structure. Je vais m'arrêter là. On parlera après du coup de l'aspect gouvernance partagée et surtout de comment s'est créé ce collège personnes ressources et les freins et les avantages à ce mode de fonctionnement. Est-ce qu'au niveau déjà de la présentation de la structure, c'est assez clair? Parce que quand on est hors du secteur social, c'est pas toujours compréhensible. Vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Vas-y, Pascal. Oui, par rapport à la notion de personnes accompagnées ou ressources. Donc, vous accompagnez des structures qui accompagnent les personnes ressources. En fait, les personnes ressources, ce sont des bénévoles de ces associations, c'est ça? Alors, c'est une question vraiment centrale. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, les personnes peuvent être soit accompagnées, donc c'est-à-dire hébergées chez nos associations. D'accord. Ok, bénéficiaires. Voilà, en situation de précarité, accompagnées, soit dans du logement, soit dans de l'hébergement. Et après, elles participent aujourd'hui, elles participent en tant que bénévoles au CA, au conseil d'administration, en tant que personnes ressources. Elles ont un statut à la fois d'hébergées et à la fois de bénévoles quand elles s'engagent dans un conseil d'administration. C'est une vraie question là qu'on est en train de re-questionner, on en parlera tout à l'heure, mais la question de la rémunération aussi, l'indemnisation de ces engagements dans le conseil d'administration, c'est une vraie question. Et voilà, il y a un peu ce double statut, hébergé ou anciennement hébergé par nos associations et bénévole dans le conseil d'administration, la FAS. Entendu, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les questions de clarification? Ok, alors dans ce cas-là, maintenant c'est vous qui allez travailler. Donc du coup, je repartage mon écran. Avec Johanna, en fait, il y a plusieurs problématiques sur lesquelles on vous propose de réfléchir ensemble, mais on voulait d'abord avoir votre retour. Est-ce que vous avez un mot problématique qui vous vient en tête après cette introduction, une première présentation de la FAS? Et donc, c'est un quiz où on peut mettre un seul mot. Donc, s'il y en a un, vous pouvez double-cliquer et mettre votre mot, la problématique qui vous vient en tête. Et on va pouvoir éventuellement s'en servir ensuite pour les sessions en petits groupes. Dans les autres mots, on avait représentativité, légitimité, confiance, éthique, représentation, structure, statut, participation qui revient beaucoup, la place, légitimité, redevabilité, investissement en temps, statut et processus. D'accord. Johanna, est-ce que tu veux commenter? C'est des questions qui nous traversent quotidiennement, notamment sur le lien avec la participation, aussi sur la représentativité. Je ne sais pas si je rentre dans le vif du sujet, mais peut-être dire un mot dessus, c'est que ce qui est compliqué, c'est que par exemple, là, dans ce collège personnes ressources, donc des personnes qui sont accompagnées par nos associations, il y a 5 places. Par rapport à les autres collèges, il y a 5 et 5 et 10 et 10 au niveau des places, donc des personnes représentées.
et par rapport à toutes les associations, donc une centaine d'associations. Dans les associations, il y a plusieurs structures et donc il y a des milliers de personnes hébergées. 5 places pour représenter la diversité des situations des personnes en situation de précarité. C'est une vraie question. Donc, est-ce que les personnes sont là pour se représenter elles-mêmes, leur parcours, ou pour porter la voix des personnes en situation de précarité? Et ça, c'est une question qui traverse les personnes qui participent à ce collège, à ce conseil d'administration. Ok, mais je pense que la plupart de vos mots vont se retrouver dans les problématiques qu'on avait formalisées avec Johanna. Et donc, dans les différents sous-groupes, on vous propose de réfléchir ensemble sur ces différentes problématiques. Donc, la première, hop. La première problématique, c'était: pensez-vous que la participation des personnes accompagnées à la gouvernance des dispositifs sociaux soit une pratique répandue? Et pourquoi? La deuxième... Je me permets, il y a quelqu'un qui vient de mettre un post-it qui dit « Help, j'ai été déconnectée, je suis en salle d'attente Zoom, Angèle ». Ah, merci beaucoup. Alors, Yannick, est-ce que je peux te laisser là-dessus? Est-ce que tu écoutes, Yannick? Pardon, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu attends de moi? Non, pardon, c'est quelqu'un qui est en salle d'attente, mais j'arrive pas à la récupérer. Ah, j'ai pas accès, moi. Si tu me nommes en côte, je peux m'occuper de ça. Alors, désolé pour le souci technique, du coup, c'est un peu compliqué à rattraper. Je vais arrêter de partager mon écran. Et sinon, Johanna, je te laisse. Est-ce que je peux te laisser prendre le relais pour les autres problématiques? Ouais, elles sont sous le cache vert. Ok. Alors, est-ce que tu veux que... Non, je ne partage pas mon écran, je présente juste les problématiques. Ou tu veux que je partage l'écran? Tu peux partager ton écran. Ouais. Alors, parce que moi, je ne suis pas la plus à l'aise non plus sur Klaxoon. Voilà. C'est bon, je me remets sur les problématiques et je vous partage mon écran. Alors, donc la première problématique qu'Anna a présentée, c'est: pensez-vous que la participation des personnes accompagnées à la gouvernance des dispositifs sociaux soit une pratique répandue et pourquoi? La seconde, c'est: quelle est la plus-value, la spécificité pour une personne anciennement accompagnée de participer au conseil d'administration? Là, on pourrait rajouter accompagné ou anciennement accompagné. Donc, quelle est la plus-value et la spécificité de cette participation? La troisième, c'est: quels sont les freins à la participation des personnes anciennement accompagnées au conseil d'administration des dispositifs sociaux? Et quels sont les leviers et les facteurs de réussite pour que cela fonctionne? Ok, merci. Du coup, je vais reprendre la main. Je crois qu'on a récupéré la personne qui était en salle d'attente. Donc, vous voyez les mots que vous avez... Hop, excusez-moi. Les mots qui ont émergé tout à l'heure, on va les retrouver dans les différentes problématiques. Je vais ouvrir 4 sous-salles. Du coup, pour se donner un petit quart d'heure pour réfléchir ensemble sur les différentes problématiques. Pendant ce quart d'heure, Johanna va circuler de salle en salle si jamais vous avez des questions de clarification à poser, mais elle ne va pas rentrer dans le détail parce que ce sera le temps juste après. Du coup, je veux bien essayer de résumer rapidement pour le premier groupe. Merci Valentine. En fait, on a assez rapidement dérivé du questionnement qui était sur est-ce que ces pratiques sont répandues. Donc, il y avait l'idée qu'il existe des structures qui ont été créées par des personnes, par exemple, en situation de handicap, pour des personnes en situation de handicap, et donc qui, du coup, prennent assez bien en compte cette idée comment dire, de connexion aux personnes accompagnées. Mais après, sinon, dans d'autres, c'est pas toujours le cas, pour plusieurs raisons, des questions d'auto-exclusion, des questions de blocage par le haut aussi beaucoup, avec des associations très institutionnalisées,
et des CA qui vont pas forcément donner cette place ou faire en sorte de le développer en mettant en avant plusieurs arguments. Et donc finalement, peut-être pas si répandu que ça, en tout cas peut-être sur le côté bénévolat, mais pas dans la prise de décision, quoi. Je sais pas s'il y en a qui veulent compléter ce petit résumé. Ok, merci Valentin. Alors super. Donc du coup, là, la synthèse, ce serait pas, enfin là, c'est pas très répandu, enfin dans l'organisation peut-être, mais pas du coup par rapport à la gouvernance. Ok. La problématique numéro 2, est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes veulent bien résumer ce qui s'est dit? Donc la deuxième problématique, c'était quelle est la plus-value, la spécificité pour une personne anciennement accompagnée de participer au CA? Je peux y aller si vous voulez. Alors, ouais, voilà. Donc nous, on s'est dit qu'on avait quand même du mal à se mettre à la place de ces personnes-là, parce qu'on n'était pas dans leur situation, mais donc on a quand même essayé d'imaginer les choses. Donc on s'est dit que ça leur apportait certainement une légitimité. Ça les fait participer aux décisions qui les concernent. Ça leur permet d'exprimer leurs besoins. Ça leur apporte une expérience qui peut être reconnue ailleurs, en dehors de l'association. Ça les aide à accepter ou à valoriser leurs compétences. Donc tout ça va en fait avec une montée en compétences de participer à ce type d'instance. On s'est posé la question de pourquoi participer seulement au CA et pas en fait à toute la gouvernance de comment sont prises les décisions, à quel moment elles peuvent être incluses à d'autres endroits que juste le CA. Notamment, dès le départ, en fait, le design des programmes, la prise de décision, etc. On a dit que ça leur permettait certainement de prendre des responsabilités et que du coup, c'était pour elles-mêmes et puis aussi prendre la responsabilité de représenter d'autres personnes, puisqu'elles sont 5 pour représenter 1000 personnes ou plus. Et on a dit aussi que ça permettait de déplacer le débat, parce que ce qui les concerne ou ce qui les préoccupe, ça ne va pas être forcément le sujet du jour du CA. Et du coup, ça ramène ça en fait au CA. Ça élargit un peu la vision de l'ordre du jour qui était établi et qui peut potentiellement bouger avec le rapport. Je ne sais pas si les autres, vous voulez ajouter. Je voulais juste ajouter par rapport à ça, pour moi, ça permet de déplacer le regard surtout, en apportant leur expérience. Apporter d'autres éclairages. Juste une question de compréhension. Déplacer, quand tu dis Delphine, déplacer le regard, c'est déplacer le regard des autres administrateurs sur les sujets? C'est apporter une expérience que le membre du CA lambda français, par exemple, s'il s'agit de personnes étrangères, n'a pas. C'est dire, en fait, vous vous trompez sur, par exemple, les craintes que vous avez sur les risques. Moi, j'ai participé à ça, j'ai observé ça. Une femme bénéficiaire disant à un membre du CA, en fait, vos craintes, elles n'ont aucun sens par rapport à ce que nous, on vit, par exemple. Donc, c'est vraiment pour moi un déplacement de regard. Ok, merci. Donc, du coup, si je résume, des plus-values en termes de la personne ressource en tant que telle, la personne ressource en tant que représentante, en fait, des personnes accompagnées. Un autre point de vue par rapport au CA et aussi, aussi trouver une autre place, pas seulement au CA, mais sur l'ensemble de l'organisation. Merci. Du coup, problématique numéro 3. Quels sont les freins à la participation des personnes anciennement accompagnées au CA des dispositifs sociaux? Donc, freins institutionnels, culturels ou sociologiques. Je peux prendre et puis vous compléter si jamais je dis vraiment trop de conneries. Ça marche. Ok.
Du coup, ouais, on se posait déjà des questions par rapport à la question sur le fait que ce soit des personnes anciennement accompagnées, en se demandant est-ce que ce ne serait pas plus pertinent d'avoir le public visé. Et en fait, Johanna nous a apporté une précision en disant bah, c'est aussi des personnes qui sont en train d'être accompagnées. Et on se demandait aussi quelles décisions étaient prises au CA. Donc, c'est principalement des décisions sur les grandes orientations, en fait, et sur les thématiques qui vont travailler et qui vont après repousser sur les, enfin, pas repousser, mais travailler avec les structures accompagnées. Et donc, dans les problématiques, on avait déjà la première de comment rester objectif par rapport à son propre vécu, les décisions qu'on prend pour les autres, etc., en disant, bah, pour des décisions stratégiques pour toute une structure, est-ce que le fait d'être vraiment dans son propre vécu et d'être dans son expérience personnelle, est-ce que ça peut pas être un frein? Il y avait la question de la diffusion de l'information. Comment est-ce qu'on fait pour diffuser l'information, pour la vulgariser, pour être inclusif et s'assurer que tout le monde comprenne bien les enjeux et comprenne bien ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de décider. Comment rassurer aussi, comment conforter les personnes dans leur légitimité, s'assurer que chaque personne se sente légitime pour amener ce qu'elle a amené. Et c'est aussi lié au frein suivant, c'était comment gérer la distribution de la parole, l'écoute de tous, et s'assurer que chacun puisse investir l'espace pour amener ce qu'ils ont amené, pour pouvoir faciliter leurs apports. Et il y avait une question sur comment gérer la distance et la disponibilité pour que tout le monde puisse contribuer. Donc ça, c'est plus par rapport à un flou géographique, de savoir où sont les gens, comment se passent les réunions, est-ce que c'est en visio, et comment s'assurer que tout le monde puisse contribuer à la réunion et qu'on ne fasse pas un truc un vendredi soir à un endroit, genre à Paris, alors que tout le monde est en province ou un truc dans le style. Et donc, voilà, il y avait ces freins-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Guillaume, Jonathan et Jeanne? Non, c'est bon, je pense. Hein. Merci, ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, des freins potentiels en termes de légitimité, en termes de communication, en termes de logistique par rapport à ce qui est faisable ou pas faisable, et aussi en termes de représentativité. Hein. Ok, merci beaucoup. Et la dernière problématique qui était... Ah, et là, on a un tableau. Quels sont les leviers et facteurs de réussite pour que cela fonctionne? Je range mal mon bureau, mais j'essaie d'organiser les klaxons. Angèle, tu veux partager? Non. Voilà, donc on a essayé de distinguer les leviers des facteurs de réussite et ensuite de les classer par ordre d'importance. Voilà. Donc le niveau le plus fondamental pour que ça fonctionne, c'est déjà que l'organisation et donc les porteurs du pouvoir au CA aient inscrit la gouvernance partagée dans leur raison d'être. Donc c'est la volonté des initiateurs. Et après, on a évoqué l'information initiale à la gouvernance partagée, et puis des informations, une sorte de transparence sur le fait que certains membres du conseil d'administration émanent des bénéficiaires ou des personnes accompagnées, ou des personnes ressources, comme vous l'aviez explicité. Et puis ensuite, on a travaillé sur les facteurs de réussite, et on s'est dit que peut-être il fallait s'assurer que la gouvernance partagée soit bien facilitée, en interne ou en externe, et que comme ça s'inscrit dans un mouvement dans la durée, en fait, qui est un partage de pratiques pour activer le principe de l'amélioration continue. Voilà, en clé pour que ça fonctionne dans la durée. Et puis à un niveau un peu inférieur, mais qui reste important, c'est-à-dire que ce soit pratiqué systématiquement, parce que on peut assister à un CA sans qu'on pratique la gouvernance partagée. Donc il y a des rappels de principe, l'écoute de chacun, la légitimité de celui qui représente les accompagnés. C'est aussi là un troisième niveau qui est un peu plus délicat, mais enfin qui est aussi très mouvant. C'est l'équité dans la représentation, qu'on ait bien tous les profils des usagers qui puissent être représentés. Voilà, peut-être des choses à ajouter de la part de ceux qui ont participé à cette séquence. Jérém ?
Ah, très bien. Angèle, Noémie, Marie-Ève, je crois. Maïri. Bon, eh ben super, merci beaucoup. Johanna, je vais te laisser réagir si tu veux par rapport à ce qui t'est dit, ce qui s'est dit dans les différents groupes. Eh ben non, moi j'ai noté, moi j'ai pris des notes au fur et à mesure et je pense que je rebondirai du coup par rapport au témoignage. En fait, les questions que vous avez soulevées, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées, qu'on se pose encore et qui nous traversent. Donc voilà, c'est bien un sujet. Et puis surtout, par rapport, voilà, ce qui m'a parlé aussi, c'était par rapport aux freins, parce que quand vous avez dit bah, comment on fait pour finalement ces temps ils soient inclusifs, qu'ils puissent être accessibles à tous et à toutes, parce qu'on sait que, enfin nous par exemple, les administrateurs qui sont présents, ils ont un niveau bac plus 3 minimum, bac plus 5, et qu'en fait on se retrouve avec des personnes qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas du tout le même niveau social, d'école, etc. Et qu'en fait, on parle en sigle et voilà. Comment on rend accessible tout ce vocabulaire-là. Donc, bah, si vous êtes OK, ces retours, je vais les intégrer dans mon témoignage, ou en tout cas, tenter d'y répondre pour certaines thématiques. Il y avait une pause qui était prévue, Anna, mais je vois l'heure. Là, il est midi 9. Est-ce que c'est bon pour tout le monde si on enchaîne directement jusqu'à midi et demi? Ouais. Bon, ok, super. Ouais, trop bien. Du coup, je partage mon écran. C'est bon, Anna? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, bah, du coup, je reviens avec mes petites slides pour vous permettre de suivre un peu mieux. Alors, pour vous expliquer un petit peu dans quel contexte ça s'est mis en place, ce collège personnes ressources. En fait, dans le travail social, il y a vraiment eu, depuis les années 2000, mais ça s'est accéléré en 2015-2016, des éléments qui ont favorisé la participation dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la gouvernance. Donc, pour ceux qui ne viennent pas trop du secteur, il y a eu la notion de participation dans l'accompagnement, participer à ses propres choix de vie, décider soi-même si on est capable d'aller dans un logement et pas que ce soit le travailleur social qui nous l'impose. Voilà. Donc, il y avait déjà cette notion de pouvoir d'agir et de participation qui était là depuis un moment dans le travail social. Il y avait aussi la participation dans nos établissements, dans nos associations, dans nos centres d'hébergement. Il y a une loi qui est la loi du 2 janvier 2002 qui impose aux centres d'hébergement des conseils de la vie sociale. Donc, ils sont des conseils d'héberger, où il y a la direction, le chef de service et des salariés aussi. Et en fait, le but, c'est de participer à la vie de l'établissement, de participer aux décisions de son établissement. Donc, il y avait aussi ce niveau de participation à l'accompagnement, à l'établissement. Aussi dans la formation, il y a de la participation, notamment du coup là où je travaille, la FAS, une école donc au CELIA et la chaire publique des politiques sociales, ils ont créé un collectif qui s'appelle le collectif SOIF et qui propose de la formation à 4 voies, dont celle des personnes accompagnées. Donc il y a une voie personne ressource, un formateur, un travailleur social. J'ai dit personne ressources, formateur, travailleur social et chercheur. Et donc, ils proposent des formations sur la participation, à la fois, et sur d'autres thématiques, sur la grande exclusion, à la fois en formation initiale et en formation continue. Et aussi, la participation s'est développée au niveau des politiques publiques. Donc, on a le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées, le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Donc là, c'est vraiment la participation des personnes en situation de précarité à l'élaboration des politiques publiques. Donc voilà, il y avait un contexte qui favorisait aussi le fait qu'il y ait la création de ce collège. C'est la participation un peu à tous les niveaux dans le secteur social. Je ne sais pas si vous me suivez là sur cette slide. Ouais, c'est bon? Où je vois. Ouais. OK.
Voilà, donc ce collège, il s'est créé en 2016 dans ce contexte-là, avec 5 places dans ce collège. Donc, c'est le même collège salarié, c'est pareil, 5 places, et les autres, c'est 10 places et 10 places. J'avance un peu. Ouais. FAS, tu peux me redire ce que dire FAS? Ouais, c'est là où je travaille, c'est la Fédération des acteurs de la solidarité. Ah oui, pardon. Et donc, moi, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, voilà. non, j'ai cru que c'était un type d'établissement. Voilà. Merci. Et aussi, pour vous dire, je reviens à la slide d'avant, ce collège personnes ressources, il n'est pas du tout présent dans les autres fédérations des acteurs de la solidarité, dans d'autres régions. Voilà, c'était assez inédit en 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes, la création de ce collège. Donc, ce collège a vécu, il y a des personnes accompagnées ou anciennement accompagnées qui ont intégré le conseil d'administration en 2016. Et en fait, en 2020, on s'est un peu posé la question, bon, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait bien? On voyait déjà quelques freins à la participation, mais pas que dans ce collège-là, dans le collège salarié aussi, non cadre, donc le collège des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, assistantes sociales. On voyait déjà que ces deux collèges-là, personnes ressources et salariés, ils n'étaient pas complets. Donc, il y avait 5 places, mais il y avait 2, max 3 participants. Et que ces deux collèges, ils s'exprimaient peu pendant les conseils d'administration. Alors, il y a eu une période aussi tout en visio avec le Covid et tout. Donc, voilà, c'était compliqué, mais on a prêté des ordinateurs. On s'est assuré que tout le monde pouvait assister au conseil d'administration, qui se réunit environ 3-4 fois par an. Et donc, moi, je suis arrivée à la FAS à cette époque-là, et donc j'ai mené une petite enquête de fin 2020 à 2021 pour évaluer cette participation-là au conseil d'administration. Et donc, ce qu'elle montre, cette enquête, je vais vous présenter les principaux résultats. Et puis, depuis, on a appliqué les préconisations de cette enquête. Donc, je vais vous présenter ce qui motive les personnes accompagnées à participer au CA, les freins qu'on a rencontrés et qu'on rencontre encore aujourd'hui, malheureusement, pour certains, et les leviers. Donc, les préconisations que j'ai faites suite à cette enquête et ce qu'on a appliqué. Alors, sur ce qui motive les personnes ressources à participer au conseil d'administration, ce qui revenait essentiellement, c'était l'engagement citoyen. Pouvoir aller plus loin dans son engagement citoyen, pouvoir avoir une influence sur les dispositifs sociaux, les lois et sur les établissements sociaux. Donc, j'ai mis quelques verbatims, servir à quelque chose. Alors, il y avait l'idée aussi de faire bloc pour que les décisions ne soient pas que celles des directions. Parce que si dans un conseil d'administration, il n'y a que des directions et des élus, et ben en fait, ça reflètera pas, les décisions prises ne reflèteront pas forcément celles des premiers concernés. Donc, il y avait vraiment ce choix militant. Il y avait aussi le fait de pouvoir à la fois s'informer, donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure sur la plus-value, s'informer sur les institutions, sur le système en général, et pouvoir aussi informer donc sur les besoins des personnes accompagnées. Alors, sans pour autant, les personnes disent on ne veut pas avoir la prétention de représenter tout le monde, parce qu'on sait que notre situation, elle est unique, mais au moins de donner un autre avis différent qui est basé sur l'expérience de vie et qui est pas, voilà, qui représente pas tout le monde, mais en tout cas qui apporte autre chose. Et voilà, il y a des personnes qui disaient que ça permet de prendre du recul sur sa propre situation, mais aussi sur son propre centre d'hébergement qui nous accueille, et d'avoir une visibilité plus globale, par exemple, sur d'autres territoires aussi, parce que nous, du coup, on est sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça permet à une personne hébergée qui rencontre une autre personne hébergée de Lyon et une autre de la Drôme, de voir comment ça se passe aussi ailleurs. Et ça permet, voilà, c'est ça, de se rencontrer entre pairs et d'échanger. Ensuite, donc j'imagine c'est la partie qui intéresse le plus, c'est les freins, parce qu'il y en a. Enfin, nous, on en a rencontré. En fait, ce qui a le plus pêché au conseil d'administration, c'est que les personnes, elles n'étaient pas suffisamment préparées. Alors, préparées à différents moments.
déjà avant l'engagement au conseil d'administration. C'est-à-dire que ça se faisait un petit peu par bouche à oreille, une fois qu'on repérait une personne qui était un petit peu leader dans une association, qui était déjà investie dans des instances de participation à d'autres niveaux. Hein. Elle ne participe pas que au conseil d'administration à la FAS, ça, on en a parlé tout à l'heure, elle participe aussi à plein de projets. Voilà, c'est pas que la participation en OCA. Mais finalement, ça se faisait un petit peu par bouche à oreille. Et en fait, arrivé l'AG, donc l'élection en juin des nouveaux administrateurs, on avait les candidatures une semaine avant et on préparait pas forcément les personnes à qu'est-ce qui va se passer au CA, qu'est-ce qui va se dire, c'est quoi le jargon utilisé, qu'est-ce qu'elles vont y trouver en fait, parce que c'est pas, moi j'avais pas assisté à des conseils d'administration jusqu'à mon entrée en poste à la FAS, je savais pas ce qu'ils disaient dans un CA. Donc là c'est pareil, c'est de pouvoir, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là de préparation. Et après, de préparation entre les temps des conseils d'administration, parce que les personnes, donc elles sont projetées, entre guillemets, dans ces conseils d'administration, et puis ensuite, elles vont pas forcément comprendre ce qui s'est dit. Donc ça rejoint un deuxième frein qui est le vocabulaire qui n'est pas compréhensible par tous et toutes. Parce qu'on utilise des sigles, parce qu'on utilise aussi, on parle de choses qui peuvent être assez techniques, qui sont des préoccupations de direction, parce que majoritairement, il y a des directions d'associations dans des conseils d'administration. Et du coup, finalement, il y a une personne qui disait, certaines personnes ne comprennent rien, ça peut être hyper violent, ça les renvoie à leur incapacité, à leurs incompréhensions, donc il faut vraiment faire attention. Donc, on en reparlera dans les préconisations, comment on a contourné ça et les effets qu'on a eus. Et il y avait du coup le sentiment d'être un peu projeté, ça rejoint le manque de préparation, mais d'être projeté dans des cases un peu vides du conseil d'administration et d'être là juste pour de la représentation. Comme si c'était une case à cocher, voilà, on veut faire de la participation dans le conseil d'administration, on ouvre des places pour les personnes accompagnées, mais sans forcément y réfléchir à tous les niveaux. Et donc, le fait qu'il y ait peu de compréhension par les personnes de ce qui se dit dans le cadre du conseil d'administration, donc il y a peu d'expression, elles s'expriment peu, et donc peu d'influence sur les décisions qui sont prises in fine, et donc ça questionne du coup l'utilité d'avoir créé ce collège-là, si elles n'ont pas d'influence sur les décisions finales. Du coup, j'arrive assez vite sur les préconisations. Alors, du coup, on a fait je vous les ai pas toutes détaillées, mais je pourrais vous envoyer pour ceux que ça intéresse le document un peu plus en détail. Du coup, il y a une première partie d'anticipation. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaie d'anticiper, de faire plus de communication sur ce collège et sur le conseil d'administration. Une fois qu'on a une candidature, l'idée, c'est de toujours prévoir un temps avec elle ou lui au téléphone, vraiment en expliquant ce qui se joue dans le conseil d'administration, ce qu'elle va y trouver. Et aussi, ce qu'on organise, c'est des rencontres entre pairs. Donc, une autre personne du conseil du collège personnes ressources va rencontrer ou va passer un petit coup de téléphone au nouvel arrivant. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, les personnes accompagnées, en fait, cette enquête, je ne vous ai pas dit sur quoi elle s'est basée, mais c'était vraiment des entretiens avec les personnes du collège ressources, personnes ressources et des anciens et anciennes administratrices qui nous disaient ça. En fait, là, le plus gros point, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on va y trouver. Comme ça, quand on arrive, on sait à quoi s'attendre. Il y a aussi, toujours dans cette dynamique d'anticiper, avoir de la transparence sur justement un peu les rapports de domination dans ce conseil d'administration, être transparent sur l'influence des différents collèges à la décision finale et de pouvoir nous aussi avoir une vigilance et de pouvoir rappeler qu'il y a certaines personnes qui s'expriment plus que d'autres et que du coup, ça a un impact sur les décisions. Et voilà, nous sans cesse l'avoir en tête et organiser nos conseils d'administration différemment avec plus de méthodes participatives, de facilitation.
Et il y avait un dernier point sur la formation, donc proposer à tous les administrateurs et administratrices qui le souhaitent une formation sur la prise de parole en public. Donc ça, on ne l'a pas encore mis en place, mais c'est une préconisation de l'enquête. Après, il y avait un volet sur l'accompagnement. Le premier point, donc c'est un point qui a tout de suite été en œuvre, c'est l'organisation d'inter-CA. Donc, entre chaque conseil d'administration, on propose un temps intermédiaire qui permet de revenir sur ce qui s'est dit pendant le CA. Qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, qu'est-ce qui a été compliqué, pas compliqué pour vous, pouvoir en échanger et pouvoir aussi constituer le prochain ordre du jour. Parce que du coup, ça soulève un autre point. Les ordres du jour, ils étaient constitués par la directrice régionale. C'est encore le cas aujourd'hui, mais du coup, ils n'étaient pas faits de manière collaborative et du coup, ça participait pas au fait que tout le monde comprenne en fait ce qui se dit dans le conseil d'administration. Donc là, en inter-CA, aujourd'hui, il y en a à chaque fois et ça permet, du coup, c'est des petits groupes, c'est des petits groupes et c'est souvent des personnes du collège, personnes ressources et personnes salariées non cadres qui y participent, alors que c'est pas fléché comme ça. Et du coup, le chantier qui est actuellement en cours, c'est la question de l'indemnisation. Parce que donc les autres collèges, directions, administrateurs sont tous payés, mais dans le cadre, en fait, ils viennent pendant le CA, mais ils sont sur leur temps de travail. Et donc, ils sont payés par leur employeur ou alors une retraite voilà, c'est plutôt un milieu aisé. Et du coup, le collège personnes ressources, ils ont les minima sociaux ou parfois pas de ressources. Et du coup, la question de l'indemnisation, elle se pose. Nous, dans toutes les instances de participation en dehors du conseil d'administration, les personnes sont rémunérées. Donc là, la question OCA de l'indemnisation, elle se pose. Ça fait énormément de débats, donc on n'a pas réussi à trancher encore sur cette question-là. L'idée, ce serait de pouvoir avoir une indemnisation forfaitaire par mois d'engagement dans le conseil d'administration, mais seulement pour ce collège-là. Donc voilà, après, ça serait intéressant aussi de voir si vous avez réfléchi aussi à cette question-là et les enjeux que ça pose aussi dans vos structures. Ensuite, et sachant que pour l'indemnisation, par exemple, notre présidente travaillait, donc était défenseur des droits, et donc les délégués défenseurs des droits, c'est de l'engagement bénévole, mais ils sont rémunérés, ils sont indemnisés. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir faire un peu la même chose. J'avance, vous m'arrêtez si je vais trop vite. La troisième préconisation, c'est prendre le temps, alors j'ai marqué analyser, mais c'est s'autoriser le débat sur cette question de participation et prendre en compte que cette question de participation, elle n'est pas naturelle en fait au conseil d'administration. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de fait et que faut s'autoriser aussi à re-questionner l'utilité et à la place de la participation au sein du conseil d'administration. Ça, c'était un ancien administrateur qui m'en a parlé. Il m'a dit, mais en fait, parfois, il peut avoir un peu, il a utilisé cette expression, il y a un leurre du consensus sur la participation qui crée des malaises, en fait. Il y a que, voilà, tout le monde serait d'accord avec la question de la participation et en fait, ça crée des malaises parce que du coup, on se rend compte que voilà, les personnes en situation de précarité, elles participent moins. Parfois, quand elles participent, ça peut déranger certaines personnes, mais c'est aussi ce qu'on recherche. Mais à la fois, ça peut déranger. Bon, ça pose plein d'autres questions. Et il peut avoir des malaises et c'est s'autoriser à en parler, en fait, de tout ça, de le mettre en sujet de conseil d'administration. Voilà, analyser aussi, aborder les sujets différemment parce que du coup, pendant les conseils d'administration, les sujets, ils sont abordés soit de manière technique, soit de manière plutôt intellectuelle et pouvoir aussi les aborder sous l'angle du vécu, peu importe qu'on soit une personne accompagnée ou un professionnel. C'est aborder les sujets de l'ordre du jour, de l'ordre du vécu, à partir de l'expérience. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire aussi avec l'aide de Joris, qui a animé plusieurs de nos conseils d'administration pour nous aider aussi à changer d'angle de vue et de manière de faire.
pareil, c'est des choses qu'on met en place et ça évolue. Voilà, c'est jamais parfait. Et du coup, le dernier point, c'est vraiment sur la communication. Alors, ça pourrait être aussi le premier point, la première préconisation. Là, tout à l'heure, je disais que notre communication, elle était beaucoup dans bouche à oreille. Nous, c'est aussi s'autoriser à rendre visible ce collège, aller dans les centres d'hébergement, expliquer ce que c'est la participation à des décisions politiques, expliquer la plus-value et pas juste avoir les personnes les plus investies. Mais du coup, les plus investis, c'est parfois ceux qui sont le moins en marge et donc qui sont retirés de ces instances de participation. Et du coup, qui vont pas forcément nous transmettre les besoins des personnes les plus précaires et les plus marginalisées, puisque les personnes qui sont là, c'est déjà des leaders dans ces institutions. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Merci, Anouchka. Et du coup aussi, le dernier point, c'était de sensibiliser les directions et nos adhérents aux gouvernances partagées. Enfin, alors, au début, j'ai atterri dans le groupe 1 et j'entendais que c'était une pratique assez répandue, notamment dans le champ du handicap. Dans le secteur de la lutte contre les exclusions, franchement, en tout cas, nous, dans nos adhérents, c'est très peu répandu. La participation à la gouvernance, hein, vraiment au conseil d'administration, c'est très peu répandu, de la lecture que j'en ai. Et donc, c'est vraiment aussi comment on accompagne ces associations dans le secteur social à changer leur gouvernance, à créer aussi leur collège de personnes ressources. Et ça, voilà, c'est un chantier qu'on n'a pas encore mené, mais qui va se faire dans les mois et les années à venir sur le sujet. Parce que déjà, en fait, nous, on a déjà mettre à l'agenda pour nos associations la participation à d'autres niveaux. Déjà dans les conseils de vie sociale, dans l'accompagnement. Et c'est comment on pousse aussi cette réflexion, comment on sensibilise les directions à pousser cette réflexion jusqu'à la décision politique, jusqu'à la décision dans leurs associations. Voilà, il est pile 30, je suis désolée, j'ai peut-être un peu traîné. Ah, c'est ton micro qui est coupé. Anna. Ouais, merci. Je suis désolée, on a complètement explosé le timing. Est-ce que Johanna, éventuellement, tu serais dispo pour rester un petit peu plus, pour répondre, pour échanger avec les personnes qui le souhaiteraient, qui sont disponibles? Si vous devez partir absolument maintenant, n'hésitez pas. Et par contre, je vous demanderai juste votre mot de la fin sur le chat si vous devez partir, comme ça pour avoir un retour. Pour les personnes qui le souhaitent, je vous propose, Johanna, est-ce que 10 minutes, toi, tu es dispo, ouais. Alors, ok. Et il y avait des questions aussi dans le chat. Il y avait des remarques aussi. La participation animée de la part de Clairvia. Pascal a posé des questions également. Je te laisse prendre en compte les questions. Et voilà. En tout cas, pour les personnes qui doivent partir, merci beaucoup. Et désolée pour le timing. Et pour les autres, on reste ensemble. À tout de suite. Tu veux que du coup je parcours les questions et que j'y réponde au fur et à mesure. Après, n'hésitez pas aussi à peut-être les poser en direct. Ouais, moi je veux bien, parce que en fait, je m'interrogeais sur parce qu'il y a la gouvernance partagée et il y a la concertation, qui sont deux mécanismes différents et deux pratiques différentes avec des sets d'outils vraiment différents. Et j'ai presque l'impression que là, en fait, il y a un mélange entre la concertation, c'est-à-dire que vous avez des usagers, vous aimeriez bénéficier de leur expertise d'usage pour prendre des décisions plus justes et plus adaptées, pour pouvoir les accompagner sur des trucs, pour pouvoir développer des politiques publiques, des dispositifs, des trucs comme ça. Et donc, ça, c'est une chose, c'est de la concertation. Et il y a un autre truc, c'est la gouvernance partagée, c'est on décide tous, enfin pas on décide tous ensemble toujours, mais ensemble, en fait, on gère la structure la structure de laquelle on fait partie. Et du coup, j'ai l'impression que c'est des personnes qui font pas forcément partie de la structure et qui sont amenées là pour prendre des décisions stratégiques et des trucs comme ça, et que c'est pour avoir leur regard sur la manière dont ça fonctionne et tout, et pour avoir leur expertise d'usage, mais c'est pas forcément quelque chose où vous mettez en place des mécanismes qui concernent tout le monde.
C'est-à-dire qu'ils continuent d'être traités comme des gens qui sont différents de tous les autres qui sont au CA, d'une certaine manière. Il y a ce truc-là qui est dans ma tête qui coince un peu, donc je voulais savoir ce que tu en penses. Oui, alors après, moi, j'avais jamais saisi du coup la différence entre concertation et gouvernance partagée. Je suis pas experte du sujet, donc tu m'amènes moi aussi cette réflexion-là. Traiter différemment que les autres membres du CA. Alors, il y a une chose aussi que j'ai pas dit, c'est que nous, les salariés de la FAS, donc les 7 salariés que je vous ai présentés tout à l'heure, on n'est pas dans le conseil d'administration, on ne participe pas au conseil d'administration. C'est vraiment les salariés des structures adhérentes. Donc, il y a aussi, moi, des questions auxquelles je pourrais pas répondre parce qu'en fait, je participe pas à tous ces temps. Alors, on participe de temps en temps au conseil d'administration quand c'est justement des décisions qui concernent voilà, la mise en place des actions, la stratégie, on participe, mais c'est ponctuel. Voilà. Donc je sais pas si j'arriverai à voir de manière plus fine ce que tu dis là. Sur la différence de traitement en fait entre ce collège-là spécifique et les autres collèges. Elle y est de fait en fait. Elle y est de fait par tout ce que j'ai dit avant sur les freins qu'on rencontre et je pense qu'on avait besoin aussi d'être accompagné pour la mise en place de ce collège-là. Et je sais pas si je pense pas que ce soit fait un accompagnement avec justement sur la gouvernance partagée, comment on co-décide. Ce travail-là, il a été fait par l'expérience au fur et à mesure, mais on s'est pas fait accompagner pour la mise en place de ce collège. Et je pense que ça a eu un impact aussi après sur la suite. Finalement, on bricole suite aux difficultés qu'on rencontre. Ça répond pas à ta question parce que du coup, j'ai pas forcément de vision fine, mais une précision, Johanna, il s'agit bien du conseil d'administration de la FAS et non pas des conseils d'administration des entités adhérentes. On est d'accord, hein? C'est ça, c'est le conseil d'administration de la FAS. Et donc, vous êtes salarié de la FAS, ouais. Mais vous faites pas partie du collège des salariés. C'est ça. C'est paradoxal. Ouais. Tout à fait. Le collège des salariés, c'est vraiment les éducateurs spécialisés. En fait, on ne fait pas les mêmes métiers. Nous, on est chargé de mission, coordinatrice, on porte des projets. Voilà, ce que j'ai décrit. Mais en même temps, c'est intéressant parce que vous portez une forme de regard sur le mode d'organisation, mais le cœur, enfin l'un des cœurs du réacteur de gouvernance vous est étranger. Tout à fait. Et alors que pour avoir finalement une compréhension de bout en bout, assister, que l'un de vous, à tour de rôle par exemple, assiste à des conseils d'administration, ça vous permettrait d'affiner votre compréhension de quels sont les freins et les leviers qui permettront d'améliorer la gouvernance collective, non? Oui, tout à fait. Intuitivement. Tout à fait. Alors, j'ai pas tout l'historique, mais en tout cas, on est plusieurs salariés à penser exactement la même chose que toi et de se demander pourquoi on n'est pas forcément dans le conseil d'administration. Puisqu'en plus, voilà, il y a les décisions qui sont prises par rapport à nos postes, par rapport à nos salaires, par rapport voilà, à nos actions, elles sont prises aussi. Ça, c'est encore un autre point en fait qui me semble difficile en fait à gérer, ouais. C'est de considérer que le conseil d'administration va traiter de l'ensemble des sujets qui concernent la fédération. Il me semblerait plus, enfin, il est possible qu'on ait un bureau qui traite de certains sujets qui peuvent être considérés comme confidentiels. Ouais. Un conseil d'administration qui traite les sujets qui ont un impact sur l'ensemble des collèges qui y sont représentés, tu vois, ou qui parlent de la stratégie globale, mais sans aborder des sujets qui relèvent plus d'une notion de gestion ressources humaines et salariat. En tout cas, il y a des problématiques qui, à mon avis, sont difficilement avec lesquelles le CA peut pas prendre la même prise de recul, tu vois, et qui peuvent être délicates à traiter en CA. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour ce retour. L'idée, c'est que je fasse le point aussi avec l'équipe et le CA suite à cette journée. Donc, merci.
Il y avait une remarque d'Hubert aussi dans le chat par rapport aux différents niveaux degrés de la participation. Et sinon, Pascal, toi, tu avais des questions. Est-ce que tu veux qu'on les reprenne par rapport… Donc, il y avait Oui, une si vous avez le suggestion temps, pour mais je ne veux proposer pas un non plus pécule prendre… pour rémunérer les personnes accompagnées. Et sinon, c'était en ce qui concerne les formations. Ouais, je peux Oui. répondre très rapidement juste sur la formation. Oui, c'est ça. Sur la formation, donc quand elles sont proposées à tous les collèges. Elles ne sont pas imposées, hein, c'est Oui, vraiment, bien sûr, bien sûr. mais c'est vraiment à tous les collèges, il y en a régulièrement. Mais par exemple, pour les inter-CA, donc les réunions entre les conseils d'administration, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ouvert à tous les collèges, mais en fait, de fait, du coup, il y a le collège salarié dans le cadre et le collège personnes ressources présentes à chaque fois, pas les autres. Oui, voilà. Oui. Et normalement, il y a un collège d'adhérents qui sont plutôt des bénévoles associatifs. C'est ça, hein. Ouais. Il y a la direction, il y a les salariés, il y a les personnes humaines, et puis il y a le collège. Administrateur, ouais, c'est ça, administrateur. Administration bénévole. Ouais. Voilà. Moi, j'étais pendant 10 ans dans une organisation de ce type-là. Et la participation dans les CHRS, hein, puisque c'est plus compliqué, du fait de la rotation. Hein, autant chez les personnes âgées ou les personnes, les enfants, l'association gérait les 3 dispositifs. Ce qui est le CHRS, bah oui, les personnes qui sont en situation de précarité ont de plus grandes difficultés à se rendre disponibles pour traiter de ces sujets-là, et ils ont aussi un plus grand éloignement par rapport à la culture, la capacité à s'exprimer quelquefois en français. Voilà, il y a toutes les problématiques associées. Donc là, il y a besoin, en fait, je dirais presque de tuteurs. C'est plus que de la formation. C'est quelqu'un qui serait presque un coach pour aider par rapport aux besoins spécifiques de la personne qui est représentante. Mais comme elle va peut-être pas forcément rester longtemps dans le dispositif, ça crée aussi Donc, peut-être qu'il vaut mieux chercher une personne qui est dans la durée, en fait, pas censée être dans la durée, mais qui y est, et qui a une capacité à faire lien avec les autres, et finalement à être porte-voix des différents profils voilà, qui s'intéressent aux autres, quoi. Ouais. Mais là, les salariés sont clés, en fait. Hein. Les salariés, ils sont encore plus puissants. Tout à fait. Je vous propose qu'on en reste là. Du coup, je suis désolée en termes de timing. Voilà. Ouais. Donc, j'espère en tout cas que l'atelier aura répondu à vos attentes. Merci. Merci beaucoup, Johanna. Merci pour votre participation à tous. Avant de partir, est-ce que vous pouvez mettre un mot dans le chat sur votre mot de la fin pour l'atelier? Oui, tout à fait. Et je ferai des remarques de mairie aussi. Tout ça fonctionne en système pyramidal. Il n'y a donc pas de prise en compte humaine des valeurs de chacun. Ok, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'était des échanges très riches. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a apporté des éclairages par rapport à la problématique. Et puis, à cet après-midi pour ceux qui seront là. Et bon appétit. Merci. Bon appétit.